Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine À vous de convaincre. Pour cette émission, je reçois à ma gauche monsieur Feliciano de Carvalho. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes guinéen d'origine. Oui. Et donc si je vois bien ici, Agence Africa lusophone de développement économique, conseil en commerce extérieur. Ouais. Voilà, émission économique des entreprises du commerce et de l'industrie pour la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Merci d'être venu pour cette émission. À vous de convaincre. Merci, à vous de nous recevoir ici. Merci beaucoup. Et nous avons aussi monsieur Guillaume Anoun. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes architecte. Oui. Et vous accompagnez l'État guinéen, ou surtout monsieur Carvalho, ouais, dans les initiatives locales pour le développement de ce pays. Merci d'être venu. Merci de nous recevoir. Et bonsoir. Nous avons monsieur Kara Souli. Bonsoir Kara. Bonsoir Roca. Voilà, éditorialiste, chroniqueur de cette émission. Merci d'être là. Merci beaucoup. Pour les 52 prochaines minutes pour débattre de ce pays, ce petit mais grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Et avant de commencer, nous allons sur le terrain. Exactement. L'agriculture et les services dominent le produit intérieur brut bissau-guinéen, tandis que le secteur manufacturier et les activités de construction demeurent embryonnaires. Fort de ce constat, le ministre bissau-guinéen de l'Agriculture, Sandi Fati, grâce à divers partenariats dans la sous-région, entend diversifier les cultures, mettre en place un système de mécanisation agricole, augmenter la consommation et la transformation locale, créer des systèmes de stockage, construire des infrastructures routières. Si on peut échanger nos produits pas loin de Bissau, au lieu de les exporter à d'autres continents, pourquoi pas entre nous-mêmes? Et ça exige par exemple l'infrastructuration du continent. Par exemple, Bissau et Sénégal, que ça peut être mené à Dakar, Dakar à Abidjan et d'autres pays. En procédant à la transformation locale, le gouvernement insiste sur la valorisation du Made in Guinée-Bissau à travers l'agrobusiness. Aussi, la noix de cajou qui génère 95% des exportations pourra être plus consommée sur le terroir, permettant de limiter les dépenses concernant les importations de produits alimentaires et manufacturés, ainsi que pour les services de transport. Des fois, on fait la production, mais on n'a pas à marcher. On est en train de chercher que les bateaux viennent et les amènent à l'autre endroit. Au lieu que à Côte d'Ivoire, peut-être, ils ont déjà une usine qui peut fabriquer des maniocs, ou bien la farine de manioc, ou bien du maïs, pourquoi pas exporter là-bas. À titre de rappel, avec la visite officielle du président français Emmanuel Macron le 27 juillet 2022, le gouvernement bissau-guinéen fera un point sur la sécurité alimentaire, remise en question par la forte hausse des prix des denrées alimentaires. Ce sera aussi l'occasion de revoir l'accès aux services financiers qui demeure un obstacle majeur à la sécurité alimentaire en Guinée-Bissau. Ok, Tara, nous venons de suivre ce beau reportage concernant ce pays dont nous allons parler durant les 52 prochaines minutes. Brièvement, est-ce que tu peux nous faire une fiche signalétique de la Guinée-Bissau, des initiatives locales entreprises depuis l'arrivée au pouvoir de monsieur le Président, monsieur Embalo? Très bien, Roca. Donc, je crois que les téléspectateurs doivent s'en rendre compte que nous avons tous nos passeports pour nous rendre en Guinée-Bissau. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui en mode bissau-guinéen. Eh bien, la Guinée-Bissau, donc la superficie 36 125 km², donc c'est un pays moyen, et dont 28 000 km² de terre et 8 120 km² de mer. Donc c'est un pays également qui est entouré de l'eau, avec 80 îles et îlots dont les plus emblématiques sont les îles des Bijagos. Voilà. Et donc ce sont ces îles qui sont très très connues en Guinée-Bissau et qui sont très touristiques. Et les populations de ces îles Roca sont restées particulièrement authentiques. Alors, donc le jeune président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo est arrivé au pouvoir en 2019. Officier militaire supérieur de l'armée en homme d'État, il est arrivé au pouvoir donc, il est en 2019 donc, et a pris la tête de la CEDEAO le 3 juillet 2022 en remplacement du président ghanéen Nana Akufo. Il reçoit pour la première fois le président français et Emmanuel Macron, et lui-même a été reçu à l'Élysée en 2024 pour nouer une coopération bilatérale sur l'éducation, la culture et la réalisation d'une école française à Bissau.
Et je vous rappelle juste rapidement que le président bissau-guinéen avait trouvé une situation particulièrement instable et difficile. Et il y a même eu malheureusement l'assassinat d'un chef d'État bissau-guinéen qui s'appelait Nino Vieira. Donc il a apporté la stabilité et la quiétude à ce petit pays. Merci beaucoup, Kara. Voilà que tu viens de planter le décor. Je vais me tourner maintenant du côté de M. Feliciano de Carvalho. Monsieur de Carvalho, alors vous êtes venu, c'est pour effectivement parler de votre pays, Oui. mais pas que, parce que vous avez un projet. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de projet vous avez lancé en Guinée depuis que le président Embalo est au pouvoir? Et on n'a rien lancé parce que le projet il est encore en situation de négociation. Et ceux qui avaient le blocage par le gouvernement français, et ils avaient réclamé que le gouvernement de Guinée-Bissau manifeste l'intérêt. Ça depuis François Hollande. Et les ministres des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, m'avait appelé et m'a fait rencontrer le directeur Afrique, Marc Bouteiller. Marc Bouteiller m'a passé le message des ministres, il m'a dit qu'il faudra aller en Guinée-Bissau pour faire signer les projets par le gouvernement. C'est dans ces dates-là que je suis déplacé, mais par invitation. Hein. J'ai reçu l'invitation du gouvernement par le président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité, M. Cipriano Kassama, le 25 janvier 2019. Moi, je suis déplacé ici directement. Alors, cette invitation est relative par rapport à ces projets. À ce projet, Voilà. Le projet, ça concerne quoi exactement? Les projets, ça concerne les infrastructures économiques. Ça veut dire on est parti pour création d'un pôle urbain en vue de construction d'une ville nouvelle. Vu la situation d'infrastructure en Guinée-Bissau, ça ne correspond pas pour qu'on puisse être compétitif à rapport au point de vue des autres pays voisins. Voilà, l'objectif de ces projets, c'est ça, pour qu'on puisse doter d'infrastructures dignes de son nom, pour que Guinée-Bissau puisse se développer. Ok. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné par un ingénieur et un architecte qui est juste à ma droite, Monsieur Anoun Guillaume. Donc, vous accompagnez Monsieur de Carvalho dans ce projet. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à accompagner Monsieur de Carvalho pour le projet initié pour le pays? Eh ben, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, et effectivement, au sortir d'une table ronde ou d'une conférence, on a échangé nos cartes, et puis j'ai senti la détermination de M. de Carvalho à porter ce projet et à le porter avec toutes ses valeurs et avec l'idée d'un développement pour les gens qui sont restés au pays. Donc j'ai été vraiment touché par ça et content qu'ils viennent vers moi. Je ne suis pas quelqu'un qui a déjà réalisé beaucoup de projets comme ça, donc aujourd'hui, voilà, on travaille ensemble, on est en train de chercher effectivement des financements parce que c'est des études qui sont importantes. On parle d'un plan stratégique à l'échelle d'un territoire qui est quand même très grand, les 3 régions de Kinara, Tombali et Bolam-Bijagos. Et j'ai été marqué en renseignant un petit peu sur ce pays par sa spécificité. C'est un tout petit pays à l'échelle de l'Afrique, mais il a une spécificité, c'est son rapport à l'eau. C'est le seul pays avec ces îles, les Bijagos, et ça en crée un territoire, voilà, on a en tête l'image d'un Venise africain, et voilà, je me suis dit qu'il y a sûrement quelque chose de très intéressant à faire avec ça, et c'est le mode de vie aussi qui va avec, qui m'intéressait. Oui. Mais en tant que spécialiste du domaine, aujourd'hui, si vous avez des réalisations à faire, quelles seraient les difficultés que vous pensez avoir au niveau du terrain dans ce pays? Est-ce qu'il y a des difficultés déjà quand vous avez fait les premières études? Aujourd'hui, la première difficulté, ce qu'expliquait Feliciano, c'est de pouvoir financer des études. Voilà. On n'en est pas à mettre des coups de pioche sur place, voilà. Parce que on peut dessiner des choses, mais il faut d'abord avoir une analyse un peu globale, avoir des plans stratégiques, pouvoir échanger sur la base de ces études avec les autorités qui nous les valident,
pour pouvoir ensuite avancer et lancer des projets concrets. Donc on est vraiment très en amont de ça et on cherche aujourd'hui la porte d'entrée pour pouvoir lancer ces études, faire financer, faire travailler des bureaux d'études, voilà, importants qui vont savoir analyser et mettre en place un schéma directeur. Tout à fait. Car c'est un grand marché, la Guinée-Bissau. Absolument. Au vu de ce reportage, pensez-vous que les initiatives de M. de Carvalho et de M. Hanoun pourraient éventuellement aboutir à quelque chose pour que la feuille de route de monsieur le président Embalo puisse être réalisée un jour, pour que ce petit pays, qui est aussi grand d'ailleurs, puisse être au même niveau que le Sénégal voisin et les autres? Tout à fait, exactement, parce que je crois, c'est dans cette perspective, leur démarche concerne bien évidemment à contribuer, mais largement, au développement de la Guinée-Bissau, parce que la création d'une ville nouvelle n'est pas nouveau. Hein. Au Sénégal, ils ont créé une ville nouvelle qu'on appelle Diamniadio. Ça a commencé par le président Wade et continué par Macky Sall, et je suis persuadé que ça sera terminé par Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Donc, une ville nouvelle, donc ça demande bien évidemment beaucoup de démarches et beaucoup de financement. Donc, ils sont venus sur ce plateau pour lancer ce cri d'alarme pour que à la fois les autorités guinéennes, les autorités françaises et les bonnes volontés puissent s'associer, et même les pays du Golfe qui ont participé au financement de la ville nouvelle Diamniadio du Sénégal peuvent participer. Je pense que chez eux, tout est ouvert. Et donc la Guinée-Bissau a beaucoup de potentialités. Ça, il faut le dire aux gens. Déjà, tu es de l'Afrique de l'Ouest, tu es du Sénégal. Justement, tu es donc je connais pays. très bien ce pays, voilà. Et l'architecte l'a dit, et c'est un pays qui est entouré d'eau, donc il y a beaucoup de potentialités en matière agricole, pour l'agriculture, pour les infrastructures, pour même infrastructures maritimes. Hein. Donc c'est un pays qui a une pluviométrie assez dense. Et donc je crois que c'est un pays qui a énormément de potentialité, et le président Embalo, dès qu'il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il avait fait, c'est d'apporter la sécurité, surtout la sécurité à ce pays. Donc aujourd'hui, la Guinée-Bissau est stable dans tous les sens du terme, et donc je crois que si ce projet aboutit, ça va donner un coup énorme pour le développement de la Guinée-Bissau. Donc c'est pourquoi... Et même pour la sous-région de la CEDEAO, bien entendu. Justement pour la CEDEAO, parce que d'ailleurs, je l'ai rappelé dans ma fiche que le président Embalo était président de la CEDEAO. Donc c'est quelqu'un qui connaît les rouages de la sous-région, et il est respecté. C'est un président volontariste. Encore jeune, on va dire une cinquantaine d'années. Justement, il est tout jeune, donc il a tout l'avenir devant lui. Sa volonté, c'est-à-dire que c'est pour développer la Guinée-Bissau. Donc c'est quelqu'un qui est pragmatique, et dès qu'il est arrivé au pouvoir, c'est la première chose qu'il avait annoncée, c'est pour apporter un développement, développer ce pays, et je crois qu'il est sur la bonne voie pour développer la Guinée-Bissau. Oui, mais il y a un problème, parce que souvent, pendant les élections, il y a beaucoup de promesses. Vous pensez qu'en 5 ans, il va réaliser tout ce qu'il a dit pendant sa campagne. Si je dois me retourner vers M. de Carvalho, est-ce que vous pensez que le président Embalo peut vraiment réaliser tout ce qu'il a dit durant sa campagne et les premières années de son gouvernement? Est-ce que vous avez vu déjà un début de réalisation? Oui, on a vu déjà un début, mais les problèmes qu'on voit clair, c'est sa volonté. Il déplace dans plusieurs pays, juste pourquoi? C'est pas seulement pour voyager. Mais certains Bissau-Guinéens pensent qu'ils dépensent l'argent de l'État pour faire de voyages inutiles, non? Vous pensez que c'est pour apporter de l'argent? Vous savez, moi je suis un opérateur économique. Oui. Je vois là où il va. Il a son mandat, et lui, en fonction de ce qui est exprimé pendant sa campagne. C'est ça qu'il a intérêt de respecter. Il n'a pas tout fait, mais on voit la volonté, et à travers ses partenaires. Guinée-Bissau n'a jamais visité depuis son existence, qu'il est temps du président Embalo. On ne peut pas dire qu'il peut faire tout pendant ses premiers mandats, mais la volonté est là. Il a commencé, il a montré sur ancien quartier ce qu'il peut faire. Il a entamé le développement des routes, qui c'était vraiment dans un état jusqu'à maintenant. Mais le problème, c'est la volonté. On doit accepter. Moi, en tant qu'opérateur économique, bon,
les adversaires pour dire c'est leur rôle. Mais vous avez un œil d'un businessman en tout cas. Ouais, un businessman, bon, on accepte même que le pays a des difficultés, mais quand il y a de bonnes choses qui se réalisent, Oui. il faut l'accepter. Tout à fait. Voilà, on ne peut pas tout dire, taper dessus, oui, il y a rien. Non, c'est difficile un pays qui connaît l'indépendance. 50 ans. Et on connaît des terribles passages, Des crises oui. sur crises. On ne peut pas dire dans 5 ans, un président qui est élu par les urnes, il peut faire ça. Oui. Mais ça, c'est sa promesse. Monsieur De Carvalho, selon vous, quels sont les secteurs d'activité prioritaires en Guinée qui pourraient être mis en avant en dehors de la sécurité et donc, comme venait de le dire, la stabilité, comme venait de le dire M. Kara? Est-ce qu'en dehors de votre projet, il y a d'autres projets que le gouvernement Embalo pourrait mettre en place pour le bien-être des Guinéens? Et ce seraient lesquels? C'est les infrastructures. Ça, c'est pas seulement l'électricité surtout? Hein? L'électricité aussi? L'électricité, la route et agriculture. Vous voyez, ça, ce sont des priorités pour la Guinée-Bissau, pour qu'on puisse être vraiment autonome dans le domaine d'alimentation et pouvoir produire et valoriser nos produits locaux. Pour ça, il faudra l'infrastructure routière. Tout à fait. Il faudra les infrastructures agricoles. Vous voyez, ça, c'est les domaines. On vient de voir ancien ministre Sanji Fati d'agriculture. Là, c'est une dame maintenant qui est à sa place. Bon, il a parlé des équipements pour valoriser, pour développer les partenariats commerciaux entre pays voisins. Voilà, ça c'est des choses qui vont dans le bon sens. Oui. Mais qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire parce que l'agriculture en Guinée-Bissau, on a besoin de les mécaniser et créer des centres de stockage. Est-ce que votre projet est compris quand vous le présentez aux autorités guinéennes? En tant qu'agence de développement, oui, je n'ai pas de limite. J'ai touché tous les secteurs. Mais ma priorité, c'est les infrastructures qui vont nous amener à ce secteur de valorisation, à l'industrialisation. Oui. Sans ça, on ne peut pas. Il vient dans mon 4e volet, la formation de nos jeunes. Parce que quand on va, les jeunes, vous arrivez, j'ai fait 4 ans et demi. Je suis parti pour 15 jours. J'ai fait 4 ans et demi avec difficulté de négocier pour réussir, faire s'asseoir le gouvernement, le premier ministre pour signer ces projets-là. Ce n'est pas facile. Monsieur Anoun, quand vous accompagnez M. De Carvalho en Guinée-Bissau, est-ce que vous constatez qu'il y a des difficultés effectivement pour réaliser ou les autorités sont à l'écoute? C'est M. Carvalho aujourd'hui qui est le porteur de projet. Donc moi, vraiment, je l'accompagne, je l'écoute et je pense qu'il y a à la fois une écoute et en même temps voilà, une difficulté derrière à mettre en place la suite et lancer voilà, des... Mais alors, vous, étant expatrié sur place, vous pensez qu'il y a une garantie si vous investissez dans ce projet parce que quand on investit, il faut un retour à l'investissement. Est-ce que pensez-vous que si vous arrivez à vous installer, il va y avoir un retour à l'investissement? Moi, je suis architecte, donc je vais raisonner sur l'infrastructure et voilà, et sur la manière de la mettre en œuvre. Je ne vais pas savoir vous dire sur les aspects économiques, c'est pas mon métier. Voilà, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Mais je sens un potentiel vraiment de choses à développer. On voit qu'on part d'assez loin et on sent qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Et en tant qu'architecte, comment voyez-vous l'impact de l'architecture dans un pays comme la Guinée? Alors c'est au-delà de l'architecture finalement. L'architecture c'est les bâtiments. Là on est vraiment à l'échelle d'un territoire. Et c'est un territoire, ce que vous avez dit, qui est marqué par l'eau. Et l'eau c'est la vie. Et donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce territoire-là, en lien avec cet élément qui n'est pas présent partout en Afrique. Et c'est le seul pays qui a ça. Donc c'est vraiment ça le potentiel aujourd'hui qui est intéressant et qui fait une base de développement unique. Kara, est-ce que ce projet, tu penses que le projet d'infrastructure peut avoir des impacts réels sur le développement de ce pays? Absolument, absolument, parce que comme il l'a dit, c'est d'abord pour développer un pays, il faut quand même qu'il y ait des infrastructures dignes de ce nom.
Et donc la Guinée-Bissau peut avoir ces infrastructures parce que comme au Sénégal, ce sont les Sénégalais d'abord qui se sont levés, qui se sont organisés pour créer une agence comme lui, il le fait actuellement, pour apporter et attirer les investisseurs. Ouais. Et donc, mais avant que ces investisseurs maintenant viennent, il faut qu'il y ait ils peuvent à la fois contribuer au développement des infrastructures, financer les infrastructures et ensuite maintenant installer leur business sur place. Parce qu'à Diamniadio, au Sénégal, je prends toujours l'exemple, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, Macky Sall et le président Wade ont quand même assez développé les infrastructures au Sénégal. Et ensuite, ils ont créé cette ville nouvelle autour de ces infrastructures que maintenant, les entreprises sont venues s'y installer. Et cela crée des emplois. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ce modèle-là qu'il veut mettre en place en Guinée-Bissau, c'est-à-dire c'est pour d'abord mettre en place les infrastructures, attirer les investisseurs qui peuvent investir en Guinée-Bissau, les entreprises, pour créer des emplois. Donc, cela a beaucoup de bénéfices, hein, parce que ça peut donner du travail aux jeunes et ça peut aussi donner un aspect de développement également au pays. Donc, comme on dit, c'est un petit territoire donc, où il y a beaucoup d'eau, donc ça a beaucoup de potentialité, même dans le domaine de l'agriculture, parce que le ministre l'a dit, qu'il faut développer, l'ancien ministre, qu'il faut développer l'agriculture comme ça pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée-Bissau. Ça, c'est très possible parce qu'ils ont le même climat que l'Afrique équatoriale, comme chez vous. Donc, comme la Casamance. Comme la Casamance aussi. Donc ils sont d'ailleurs frontaliers, hein, la Casamance et la Guinée-Bissau. Donc c'est deux pays voisins, vous trouvez les mêmes communautés. Donc du coup, c'est les mêmes climats et les mêmes environnements également. Donc c'est propice à l'agriculture. Et donc tout ce qui est agriculture est propice au développement si les infrastructures sont mises en place. Donc je crois qu'il a vu juste, et son projet doit aboutir absolument. Il faut déjà que les premières, comme on dit, les premiers financements. Normalement, si ça retarde, même l'État guinéen doit apporter les premiers financements d'abord pour la localité, et puis comme ça, pour que les autres arrivent pour trouver déjà les travaux déjà démarrés. Je pense que c'est ça d'abord. Pourquoi l'État guinéen n'accompagne pas déjà pour l'étude de l'architecte le premier financement afin de mobiliser d'autres ressources nécessaires pour la réalisation du projet? Est-ce qu'il y a un blocage au niveau du trésor public ou de l'administration? Pourquoi vous n'avez pas commencé l'étude par rapport à ce beau projet et ce projet aussi grandiose? C'est une bonne question. Les difficultés, c'est qu'on n'a pas la culture de voir ces grands projets. Ça fait peur, en même temps, ça crie beaucoup de choses derrière la tête. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Parce que ça va avoir 27 ans que je bataille avec ce dossier. Les difficultés, je n'ai pas auprès des partenaires internationaux. Hein. C'est au pays. Ce sont les autorités dans les départements ministériels que ça bloque. Voilà, que ça bloque, pour le convaincre. Imagine. Alors là, vous êtes là pour le convaincre. Donc, moi, je pense que si vous avez un message avant de terminer cette première partie par rapport au déblocage d'une somme ou bien d'un moyen financier nécessaire, c'est le moment ou jamais de vous adresser aux autorités et surtout au ministre de l'administration du territoire concerné. Et surtout aux premiers d'entre eux, c'est-à-dire le président de la République, le président Ambalo, qui est un volontariste, hein, qui est quelqu'un qui aime pour le développement, parce que c'est pour cela qu'il a été élu. Il est énergique, pragmatique, donc un jeune président. Et qu'est-ce que vous avez à lui dire là tout de suite? Pour la première partie de cette émission. Ce que j'ai à dire les messages sont nombreux. Les messages à Monsieur le Président de la République. Alors, la caméra est là. Monsieur le Président de la République, je vous remercie de votre audience que vous m'avez reçu déjà 3 fois. Vous avez montré votre volonté d'accompagner ces projets. Et d'ailleurs, vous m'avez manifesté l'intérêt que ce projet fait partie de votre programme. Il avait donné l'orientation, hein, ancien ministre, vice-premier ministre. C'est là que les choses n'étaient pas écoutées.
il a appelé, il est ancien premier ministre qui c'est Soar Sambou. Il m'a appelé, il m'a dit oui, j'ai reçu les coups de fil du président, il m'a donné l'orientation de te recevoir. Okay. Il y a un dossier qui doit être intégré au programme de développement national, qu'on appelle PND. Bon, il m'a reçu, il m'a dit voilà, on va se voir. Jusqu'à ce que je suis venu, on n'a pas réussi à s'asseoir pour que ces projets puissent s'intégrer au programme national de développement. Mais c'est la volonté du président de la République qui l'a appelé. Il m'a dit, il va te recevoir. Voilà. Mais il y a une volonté, on le sent, du président de la République. Je n'ai pas de doute. Mais là, je lance appel qu'on a besoin. Là, le projet vient d'être signé par le gouvernement de l'ancien premier ministre de la Guinée-Bissau. On veut que les choses ça continue. Qu'est-ce que le partenaire me réclame? Que le ministre des Finances, il adresse une lettre de sollicitation. Cette lettre, c'était déjà fait. Simplement, il était fait par le ministre des Travaux publics. Ce n'était pas bon ministre. Vous voyez, ça, il s'était adressé... Tout à fait, nous voyons la lettre. Et Jean-Yves Le Drian, en fonction des orientations des ministres des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, s'était adressé au PNUD, à l'Union européenne, Banque européenne d'investissement, toutes ces identités, BOAD, BAD, tout. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais le problème, ce dossier-là, je l'ai présenté au président de la République, il y a eu une erreur, c'est sans vouloir. Le président de la République m'a dit non, les ministres des anciens premiers ministres, vice-premier ministre, Soar Sambou, ça peut être rectifié. Parce que c'est lui qui avait l'économie, il était coordonnateur d'économie, coordonnateur national. Mais ce n'était pas fait. J'espère que cette fois, ça va être fait parce que les partenaires réclament ça. J'ai été reçu par Mme Dominique Dufour, Dominique Faure, qui est ministre des collectivités, secrétaire d'État aux collectivités. Elle est là en volonté pour nous accompagner, ainsi que son ministre total, qui est M. Christophe. Nous allons revenir sur cet appel. D'accord. De toute façon, nous terminons cette première partie. Peut-être que nous allons revenir sur quelques aspects aussi importants par rapport à cet appel qui vient de lancer, non seulement pour les autorités bissau-guinéennes, mais aussi pour les partenaires qui suivent de très près ce dossier et qui vont suivre peut-être ce dossier présenté par M. De Carvalho. Chers téléspectateurs, donc une pause de publicité et nous allons revenir pour la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission À vous de convaincre. Karassouli, M. De Carvalho vient d'adresser un vif appel aux autorités bissau-guinéennes. Alors, espérons que cet appel sera entendu. Absolument. Et est-ce que toi, tu as un commentaire à faire là-dessus ou oui, tout à fait. À rajouter? Tout à fait, oui, parce que c'est pourquoi d'ailleurs j'ai ouvert cette parenthèse en disant qu'il faut déjà qu'au niveau de la Guinée-Bissau d'abord, qu'il commence à financer, à commencer le financement et que les autres suivront derrière. Donc surtout un point important qu'il avait souligné, c'est les lourdeurs administratives. Parce qu'un projet aussi important et aussi intéressant pour le pays. Donc, je crois que chaque acteur doit jouer son rôle. Et les ministres aujourd'hui qui sont directement concernés par ce dossier nous écoutent certainement. Donc, ils doivent y voir maintenant un regard pour pouvoir le débloquer parce qu'il ne reste pas grand-chose. Il a toutes les cartes en main, il a tous les dossiers. Les partenaires attendent ce papier parce que ce n'était pas signé par le ministre concerné, le bon ministre. Donc maintenant, les ministres concernés de ce dossier doivent le signer, doivent lui faciliter la tâche pour qu'il puisse maintenant les adresser aux partenaires concernés et que ceux-là puissent débloquer les fonds pour aider la Guinée-Bissau parce que de toute façon, ce sont des fonds qui sont destinés au développement. Donc,
on ne peut pas faire mieux en matière de développement concernant leurs projets. Monsieur De Carvalho, vous avez assisté le 23 avril dernier au sommet Investir en Afrique. Quel retour faites-vous par rapport à cette rencontre qui a mobilisé d'ailleurs beaucoup de partenaires et des investisseurs pour l'Afrique? Mais il y a une chose que je suis regretté. Je n'ai pas pu inviter nos gouvernements, des membres du gouvernement. Alors, je pense que les dirigeants de Sian et d'Opinion vont vous écouter. Pour être là comme gouvernement du Congo, de Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Voilà, j'aimerais bien que le gouvernement de Guinée-Bissau puisse être au plateau ces jours-là. Voilà, mais on n'a pas eu cette opportunité. J'étais présent. Et d'ailleurs, pas seulement sur cela. Je participe à beaucoup de rencontres. Je rencontre beaucoup de bailleurs de fonds, mais voilà, le gouvernement... Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de représentants de l'État, des autorités. Ça me manque de poids toute seule. J'aimerais bien être entouré de nos ministres, voilà, des membres du gouvernement pour accompagner comment les autres... Mais ça, ce n'est pas la faute aussi ni à l'opinion. Il faut que le Conseil économique de votre ambassade, par exemple au niveau de Paris, puisse manifester la volonté de prendre part à ces genres de rencontres. Moi, là, on ne va pas pointer du doigt le Sian. Non, le Sian, non. Moi, simplement, j'ai tenté de mesquiner les choses comme ils sont, quoi. Mais le problème, c'est qu'on signale à l'ambassade certains événements, mais ils ne manifestent pas. Il y a l'ambassadeur, il ne manifeste pas. On l'appelle, il n'y a pas de retour. Il y a des consuls. On l'appelle, il n'y a pas de retour. Tout ça, ça ne fait pas un bon diplomatie. Nous, on est comme les ambassadeurs économiques. Et j'ai en train de vous expliquer. J'ai rencontré avec un ministre de collectivité territoriale ici, qui a manifesté son intérêt à nous accompagner. Première ministre, Elisabeth Borne, qui m'a reçu au congrès des régions. Président du Sénat, Gérard Larcher, qui a ouvert ses bras. Il n'y a pas de problème. Même président Macron. On dit qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème, souvent, les difficultés, c'est avec nos autorités. Le président de la République m'a reçu 3 fois. Mais les choses ne se suivent pas. Les ministres concernants, par exemple, là aujourd'hui, c'est le ministre des Finances, ministre de l'Économie que j'ai besoin. Voilà, je lance l'appel. C'est d'ouvrir la porte. Parce que là, des fois, on ne demande pas l'argent, mais c'est de manifester intérêt par écrit pour dire, voilà, c'était fait déjà les premières demandes. C'est juste pour rectifier par les ministres de l'économie ou ministres des finances qui sont des présidents du PPP de chaque pays. C'est ça que j'ai besoin. Mais les bailleurs de fonds, je les rencontre toujours. L'Agence française de développement, les banques africaines de développement. Ben oui. Mais monsieur l'architecte Michanoun, alors là, il parle de financement, PPP. Alors en sortant de ce studio, d'ici, si vous sortez de ce studio de Global Africa et que vous avez des financements pour la réalisation de ce projet, quelles seraient selon vous les difficultés que vous allez rencontrer sur place si jamais vous avez les financements pour réaliser vraiment ce projet d'infrastructure, d'énergie routière, etc. Si on a ces financements, déjà, ça veut dire qu'on peut lancer des études, faire des scénarios, proposer des manières d'aménager, des axes de développement et puis imaginer des priorités parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il va falloir c'est un grand chantier d'ailleurs. Prioriser, c'est un chantier immense, voilà. Et quel va être l'axe avec lequel on va travailler. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va le présenter aux autorités, c'est l'idée. Et là, on va voir si on a des difficultés ou pas. Mais je pense qu'une fois qu'on aura ça, on n'aura pas de difficultés. On a déjà échangé avec des entreprises françaises aussi qui sont prêtes à accompagner ces développements. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mais il faut effectivement que le gouvernement manifeste cet intérêt et s'approprie ce dossier-là, puisque c'est eux qui sont les décideurs élus démocratiquement pour pouvoir valider et orienter ce projet. Ok. Est-ce que vous pensez que les besoins aujourd'hui vont prendre du temps? Et à quel laps de temps vous pouvez réaliser par exemple un seul projet, c'est-à-dire une autoroute reliant par exemple
Dakar, je ne sais pas, Ziguinchor, Guinée-Bissau. Ça va prendre du temps pour réaliser un tronçon d'autoroute, par exemple, et puis combien de temps pour réaliser cela? Je ne sais pas aujourd'hui parce que je ne sais pas quel va être exactement le projet. Est-ce qu'on va faire des routes, des autoroutes? Est-ce qu'on va faire des ports, puisqu'il y a de l'eau? Est-ce qu'on va utiliser cet élément-là? Comment est-ce qu'on va le mettre en valeur? Est-ce qu'on va faire des développements urbains? Est-ce qu'on va construire des logements? Voilà, c'est ça que le plan stratégique doit permettre de définir, ces différents scénarios-là, ce qui va être priorisé, combien ça va coûter. Et une fois qu'on aura ce plan stratégique-là, on pourra définir. Ensuite, ça prendra le temps de mise en œuvre. C'est un chantier globalement très long si on prend tout. Mais on peut commencer à avoir déjà des choses rapidement si on lance déjà des études rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les projets que vous réalisez sur le territoire français ou, je ne sais pas, dans la zone Union européenne et ce que vous allez réaliser sur le continent africain? Oui, je pense. Et quelles sont ces différences que vous pouvez rencontrer? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi c'est ma vision, c'est qu'il ne s'agit pas de plaquer un modèle européen sur ce territoire, et vraiment surtout pas. Il s'agit vraiment de faire remonter de ce territoire ce qu'il est. C'est des territoires encore vierges en grande partie. C'est un territoire où l'eau et la terre sont vraiment imbriquées. Il y a quelque chose d'assez incroyable là, vraiment dans ce qui existe, et donc il faut s'adapter à ça. Voilà. Donc c'est pas un projet d'un modèle européen qu'on va plaquer là. Quel modèle vraiment pas cette idée-là. Pensez-vous réaliser ce projet? Est-ce que vous avez une idée? Pour ne pas dévoiler d'ailleurs. Il y a plusieurs modèles qui existent aujourd'hui, voilà, mais il s'agira de définir le modèle de Guinée-Bissau, adapté à la Guinée-Bissau. Voilà, il n'y a pas de choses toutes faites aujourd'hui. On ne va pas écrire et plaquer une recette. Monsieur le Président Karasoli pense, Monsieur le Président Embalo, il veut faire de Guinée-Bissau une sorte de hub de destination touristique à la Dubaï. Exactement, parce que c'est comme il dit, c'est la spécificité de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est à la fois, il y a beaucoup d'eau, donc alors que ce n'est même pas une île. Et puis, il y a beaucoup de forêts. Donc, l'environnement est propice. C'est-à-dire que, quel que soit le modèle que l'on met en place, que ça soit basé sur les ports, surtout, donc avoir un grand port, parce qu'aujourd'hui, surtout en Afrique de l'Ouest, on en a vraiment besoin. Il n'y a que le port de Dakar, Abidjan, Lomé, et les deux grands sont les ports de Dakar et d'Abidjan. De notre côté, en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, il y a deux petits ports qui sont ceux de Lomé et du Bénin. Et donc, ces deux-là sont de taille moyenne. Ce sont des petits ports qui ne peuvent pas accueillir les gros bateaux. Oui. Donc, aujourd'hui, les autres sont des pays enclavés. On le savait, le Mali, le Burkina, le Niger. Oui. Donc, ils ont besoin... Les États de l'AES. Justement, ils ont besoin de ports, de ports adaptés à eux, des ports adaptés pour pouvoir recevoir leurs marchandises. Donc la Guinée-Bissau peut être aussi, ce port-là peut avoir un port comme ça, comme celui de Dakar, et qui est quasiment saturé maintenant, parce qu'il y a tellement de demandes. Oui. Et donc la Guinée-Bissau, si ils mettent en place un grand port pour accueillir les bateaux, les cargos, les gros bateaux, je pense que ça va être très bénéfique pour le pays, et je pense que M. de Carvalho voulait ajouter quelque chose sur ce point-là. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Carvalho? Alors, oui. Avant d'ajouter, je voulais savoir, est-ce que votre pays a déjà, par exemple la capitale, a déjà un plan directeur de la ville au terme de planification? Ou est-ce que vous en avez discuté déjà avec M. Hanoun? Est-ce que la capitale a déjà un plan directeur Ils ont leur plan, mais nous, ce qu'on est en train de projeter, c'est d'offrir Guinée-Bissau une ville nouvelle, économique, une capitale économique, voilà, qui n'est pas encore. Et c'est vraiment l'objectif de ces projets de ville nouvelle au sud de la Guinée-Bissau, et qui vient nous amener... Est-ce que vous avez déjà une idée sur le site, c'est-à-dire l'endroit qui doit accueillir la ville nouvelle? On a signé pour tous les sud de la Guinée-Bissau, qui est composé de 3 régions, Kinara, Tombali et Boulam-Bijagos.
il y a d'énormes potentialités dans le domaine des infrastructures portuaires et touristiques. Là, au sud, il y a un projet que le gouvernement ils ont pour construire un grand port à l'eau profonde qui est au Bouba, qui est capitale de Kinara. Et là, ils sont en étude, ils sont en train de travailler sur ça, mais il y a un projet. Si ces projets aboutissent, il va couvrir le reste des difficultés que certains ports que vous avez cités ici, Dakar, Abidjan, ils ont la difficulté à satisfaire. Et quelles sont les solutions innovantes proposez-vous pour améliorer, par exemple, l'accès à l'énergie? Un exemple, voilà, dans votre projet. Les solutions innovantes, oui. On est un pays du soleil. Qu'est-ce qu'on va faire? À travers ces projets, on compte créer des parcs photovoltaïques pour que Guinée-Bissau ait d'énormes difficultés d'énergie. Mais le soleil tape pendant les journées que tu ne sais même pas où mettre la tête. Mais avec ces projets-là, des parcs photovoltaïques dans toutes les régions, ça va être quelque chose de très important qui va nous permettre, même dans le domaine du développement des industries, de faciliter. C'est-à-dire il y aura l'électricité à gogo, quoi. À gogo, bien sûr. Je vois que M. Hanoun a quelque chose à rajouter. Non, mais pour compléter, effectivement, ça c'est un axe important. On a parlé de l'eau. Moi, je viens de Grenoble où il y a beaucoup de barrages hydrauliques. On fabrique de l'électricité avec l'eau. Ça, c'est aussi un axe sur lequel on peut travailler, puisque là, il y a l'eau, il y a des courants, il y a des choses qui sont présentes. Voilà. Et là, il y a un moyen d'innover et de trouver une manière complémentaire, peut-être avec le photovoltaïque, mais pour fabriquer de l'électricité renouvelable. Voilà. Donc, il y a vraiment ces axes-là de développement qui nécessitent, encore une fois, ces études en amont et de se les approprier par, je ne sais pas, peut-être EDF, peut-être des gens qui vont pouvoir utiliser ce terrain de recherche qui est offert là avec la Guinée-Bissau. J'imagine que vous avez fait un déplacement sur le terrain. Quels sont les besoins selon vous au niveau des logements sociaux, on va dire, et est-ce que vous avez une idée de schéma directeur, de plan directeur, de la planification de la ville nouvelle que vous voulez mettre en place? Alors nous, le territoire, voilà, il y a Bissau et on est vraiment au sud, en face de la grande lagune là, qui rentre, la mer rentre dans les terres. Aujourd'hui, c'est très vaste, il y a tellement de choses à faire. On a parlé des routes, peut-être déjà d'accéder, ou en tout cas un moyen d'accéder, parce qu'il n'y a pas que la route, il y a l'eau. Voilà. Les logements, effectivement, il y a des besoins. Mais l'idée de ce plan stratégique, c'est de se dire par quoi est-ce qu'on commence. Voilà. Qu'est-ce qui va être la première marche qui va nous permettre d'enclencher? On ne va pas pouvoir tout faire d'un coup. Et l'idée, c'est vraiment de lancer quelque chose, une première pierre. Si je comprends bien, ils veulent commencer par l'énergie, en effet. C'est-à-dire le solaire et l'énergie hydraulique. Oui. Probablement, il y a ce besoin de connecter. On a entendu l'ancien ministre de l'Agriculture dire, voilà, comment est-ce qu'on fait circuler les marchandises? Donc ça, c'est la première chose. Peut-être première ou deuxième d'ailleurs, parce que comment est-ce qu'on fabrique de l'électricité? Comment on a de l'énergie pour pouvoir à la fois fabriquer, transporter ces marchandises? Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée du plan stratégique, c'est dans quel ordre est-ce qu'on va mettre les choses. Pour ça, il faut qu'on ait des études. Et ensuite, on va faire les choses pas à pas. Tout ne va pas se faire d'un coup, quoi. Exactement. Une nouvelle ville comme Akribi au Cameroun d'ailleurs. Et au niveau de logement, vous avez déjà une idée. Aujourd'hui, est-ce que si vous mettez en place ce projet, il va avoir un coût pour les futurs locataires? Est-ce que vous avez mis en place une étude par rapport à ça? Acquéreurs, hein. Les nouveaux acquéreurs. Non, parce que nous, c'est que j'ai travaillé ces projets en fonction des possibilités du pouvoir d'achat. C'était faible. Et ces projets, on a discuté avec M. Hanoun, là où il a porté son idée innovante de porter sur les matériels locaux pour réduire les coûts et pour donner accès. Parce que sans accès au logement, tu n'as pas la tête à aller travailler. Sans travailler... Est-ce qu'un instituteur qui gagne par exemple $150 ou $100 pourrait avoir accès à vos futurs logements? On va travailler pour ça. Il peut même avoir moins
pour avoir accès au logement social. L'objectif de ces projets, c'est ça. Donner les gens les moyens de vivre en Guinée-Bissau. Il est né, grandir, éduquer, soigner, travailler, vivre en Guinée-Bissau. L'objectif de ces projets, c'est ça. Il y a 3 mots que j'appelle ADV. Afrique, droit de vivre. Droit de vivre, c'est ça. Vous êtes né chez vous, vous grandissez, vous êtes éduqué, soigné, travaillez et vivre chez vous. Ça, c'est les 3 mots de ces projets-là. Et voilà. si aujourd'hui vous devez mettre en place cette nouvelle ville avec des logements à bas coût, est-ce que vous avez une idée de collaboration avec des sociétés françaises, belges, italiennes pour pouvoir vous accompagner en dehors de M. Hanoun? Oui, M. Hanoun, vous savez, c'est les colonnes vertébrales de ces projets. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de ces dossiers. Il n'est même pas regardé les portefeuilles, rien. Vous savez, Nelson Mandela a dit, ce sont des hommes qui doivent se donner la main pour avancer un projet. Voilà, le rôle de M. Hanoun, il est lancé un défi. Parce qu'il ne connaît pas l'Afrique, mais il a un projet de développement pour l'Afrique. Il ne m'a jamais lâché. Partout où j'y vais, il est là avec moi. Mais moi, j'ai une grande conviction que ça ne va pas tarder. Il y aura une porte qui va s'ouvrir. Mais vous savez qu'avec votre projet de cette ville nouvelle au sud de la Guinée, vous avez dit, va révolutionner au niveau du pouvoir d'achat. Ouais. Est-ce que donc là, vous êtes en train de pousser le gouvernement, par exemple, à revoir aussi la grille salariale pour avoir accès à votre logement? Parce que vous n'allez pas mettre votre logement à perte. Ça va engendrer une révolution totale. Parce que ces projets-là, c'est développement économique. C'est le pouvoir d'achat d'un Guinéen aujourd'hui. Quand il y a pouvoir d'achat, on peut consommer sans problème. Et ces projets, c'est la création d'emplois, développement du territoire, création d'emplois localement. Déjà, seulement l'effet, une fois qu'on a les études qui vont être lancées, on a ça, c'est les financements qui vont entrer. N'aura-t-il pas là une disparité entre les nantis qui vont être dans cette nouvelle ville et dans cette nouvelle ville, et les autres qui n'ont pas grand-chose? Il n'y aura pas une disparité comme nous vivons au Cameroun, bien entendu, et puis la nouvelle ville de Diamniadio. Donc, il va y avoir des Guinéens très, très pauvres et des Guinéens qui auront un pouvoir d'achat, qui vont vivre dans ce hub. Jamais. Non? Jamais. J'ai reçu des questions comme ça. Oui. J'ai donné l'exemple à la personne qui m'a posé ces questions. J'ai dit, vous voyez les filles des villes de Bissau. Quand vous allez en brousse, vous faites les comparaisons. Moi, j'ai dit, j'ai une structure que je voulais créer, que j'ai dit, toutes les filles sont belles. Pourquoi? Cette structure-là, ce sera une structure qui va permettre ces jeunes filles d'aller à l'école, de tous les mois, d'adresser une coopérative, de prendre les habits, de pouvoir être coiffées tous les 15 jours, comme les autres qui sont dans la grande ville de Bissau. De pouvoir voir un suceur, un cartable, un stylo, une école digne de son nom. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens que je rencontre dans la grande conférence. Il y a un représentant de PNUD, il y a un administrateur de PNUD même qui est à New York. Il m'a dit, nous sommes là pour ça. Kara, cela ne va-t-il pas engendrer la disparité, déjà la frustration sociale entre les nantis, les expatriés qui vont acheter ces nouveaux logements, Non, mais de toute façon, qui va engendrer des jaloux. Ce qu'on dit la jalousie. Donc ça sera, comme il l'a dit, ça sera à la portée de chacun. C'est-à-dire que les prix ne seront pas des prix uniques. C'est-à-dire que ça sera différents prix et puis adapté au pouvoir d'achat de chacun. Mais d'abord, là où ça doit commencer, comme il l'a dit, c'est par la création d'emplois. Parce que ces travaux
vont créer énormément d'emplois parce que déjà la construction, donc ça demandera la main-d'œuvre des maçons, des artisans. Donc ça peut créer des emplois d'une part. Et comme c'est un projet à long terme, parce que ce sont des projets qui peuvent durer dès son commencement, ça peut faire au moins le temps d'un mandat présidentiel ou même de 2 mandats présidentiels. Donc comme ça, les gens peuvent avoir du pouvoir d'achat et puis ceux qui veulent avoir des logements, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent rester locataires, mais ceux qui veulent acheter, ils peuvent acheter, ceux qui veulent louer peuvent louer et à des prix attractifs. L'avis de l'ingénieur, de l'architecte, du spécialiste, comment vous allez faire pour pallier à ces disparités si vous mettez en place ces nouvelles villes? Alors l'idée, c'est quand on parle de nouvelles villes, on est sur un territoire. Donc en fait, il va y avoir différents lieux. Hein. C'est vraiment Kinara, Tombali, Bolam-Bijagos. Voilà, c'est un très grand territoire, donc il ne s'agit pas de tout concentrer à un endroit. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure d'attractivité économique, de tourisme, de développement. Effectivement, il y a plein de choses à développer. Pour ça, il faut des infrastructures. Il va falloir des gens aussi qui accompagnent ce développement du tourisme. Et donc, on peut imaginer derrière, voilà, un cercle vertueux qui se met en place, puisque ces gens-là vont pouvoir avoir un salaire plus élevé probablement, travailler dans ce domaine-là, et accéder à des logements dans lesquels il y aura effectivement une équation économique pour permettre à ces gens-là de se loger. On a le problème ici aussi. Voilà, c'est tout un système qui doit se mettre en place. Oui, merci. Moi, juste, je vais dire aux téléspectateurs, 2 secondes, qu'il faut aller visiter la Guinée-Bissau. Je vous invite tous à aller découvrir ce pays, à aller visiter la Guinée-Bissau, un très beau pays, magnifique, exotique et écologique. Donc, je vous invite à aller visiter la Guinée-Bissau dès cet été. Merci. Je remercie M. De Carvalho Adelino. Vous êtes président fondateur, promoteur de Ville Nouvelle en Guinée-Bissau. En tout cas, merci pour ces échanges. Par ce débat, je découvre exactement la Guinée-Bissau, voilà, ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi l'architecte, M. Guillaume Anoun. Merci d'avoir accompagné l'homme d'affaires, l'opérateur économique, M. De Carvalho, pour cette émission. À vous de convaincre. J'espère que vous avez pu convaincre plus d'un, surtout les autorités guinéennes. La lourdeur administrative surtout. Donc c'est ça que qui nous amène souvent en Afrique à tarder sur des projets innovants et à réaliser beaucoup de choses sur le continent. Et Kara Soli, je te remercie d'avoir assisté à ces échanges, de m'avoir accompagné durant ces 52 minutes. Et merci aussi à nos téléspectateurs, mesdames et messieurs. Vous êtes un homme, une femme d'action, vous avez des idées, des réalisations, des projets et vous voulez les faire savoir. Rendez-vous ici dans les studios de Global Africa dans votre émission, à vous de convaincre. Je remercie Romain Clicquot-Domingue d'avoir dirigé cette réalisation et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.